vais vous parler de l'anatomie expert to expert, un travail qu'on a développé depuis 2007 avec le docteur Patrick Trevidic, et je parlerai également de l'ICAMS, dont je suis la chef de département, European College of Aesthetic Medicine and Surgery, où on a un cours également pour la gestion des complications et l'anatomie. Je suis co-auteur de ces différents livres expert to expert, mais ce dernier, je n'en fais pas partie, mais c'est de celui-là qu'on va parler aujourd'hui. Anatomie, gestion des complications par rapport à l'anatomie. Donc vous pouvez le retrouver sur le site internet d'Expert to Expert. Donc sans plus tarder, moi, mon patron, mon mentor, le docteur Patrick Trevidic, quand je lui dis, regarde toutes ces connexions vasculaires, quand on est débutant, on a peut-être peur d'injecter, il y a tellement de connexions d'anastomose dans les 3 dimensions qu'on pourrait être amené à peut-être ne jamais faire d'injection, d'avoir peur. Et je lui dis que depuis 2008 que j'injecte, alhamdoulilah, je croise les doigts, je n'ai encore eu, alhamdoulilah, jamais d'accident vasculaire. Et en fait, quand je lui dis ça, la réponse, c'est ça. Il me dit, attends, ça va arriver. Parce que plus on va injecter, plus le temps va passer. Comme en chirurgie, un chirurgien qui n'a pas de complications, c'est un chirurgien qui n'opère pas. C'est ce qu'on dit. Moi, j'injecte, j'opère, et bon, j'ai eu des complications chirurgicales, mais, alhamdoulilah, pas de complications vasculaires. Mais ça a arrivé. Alors, si ça vous arrive, et si ça m'arrive à moi, ce qu'il ne faut pas faire, c'est paniquer. On garde son sang-froid, on est médecin avant tout, hein, on a géré des urgences. Il ne faut pas paniquer. Mais ce qu'on doit faire, c'est repérer les signes. Les signes sont très importants. Il faut reconnaître tous les symptômes initiaux de la complication vasculaire, de l'embole vasculaire. Et ça va démarrer peut-être immédiatement devant vous, la patiente qui va hurler de douleur parce qu'un acide hyaluronique dans un vaisseau, c'est très douloureux, malgré la lidocaïne qu'on a dans les seringues de filler. Mais sachez que ça peut être retardé. Tout se passe bien chez vous, l'acide hyaluronique migre, une fois à la maison, la douleur s'installe. Alors, le changement de couleur peut ne pas être visible, parce qu'on opère souvent avec des ring lights, des lumières très intenses. On peut ne pas voir ce blanchiment, surtout si la patiente est bien blanche. Mais ensuite, la couleur va changer. Livedo reticularis, un aspect marbré, bleu et blanc. Et puis si on ne voit rien et que la patiente est livrée à elle-même, ou le patient, ça va évoluer vers la nécrose. Donc on va voir ce qu'est le Pope's Head Sign, c'est la blancheur et la marbrure qu'on va avoir sur toute la région médiane. Le pire qui puisse nous arriver, c'est la cécité, qui peut être unilatérale ou bien sûr bilatérale. Donc nous allons voir 2 volets aujourd'hui, la gestion et la prévention de l'ischémie et la gestion de la cécité si ça devait arriver. Alors l'ischémie, là on a une belle photo de livedo reticularis, mais voilà le premier symptôme. Par exemple dans la lèvre, c'est rouge quand on a une pâleur, un blanchiment intense. On le voit facilement parce que la lèvre est rouge, donc résultat après hyaluronidase. Et le Pope's Head Sign, c'est ça. C'est quand les stroke anastomosis vont se fermer, se bloquer. Ça ne veut pas dire qu'on a de l'acide hyaluronique partout, mais qu'on a un signal d'alerte du corps qui signifie qu'on a un embole dans un vaisseau. Toutes les issues sont bloquées tant qu'il y a un agent, un corps étranger dans un vaisseau. Il ne sera résorbé qu'après hyaluronidase. Alors, quand la patiente nous envoie un selfie, de docteur, j'ai un bleu, est-ce que je mets de l'arnica et je mets de la glace? Ça, ce n'est pas un bleu, hein, c'est un livedo reticularis. La différence, c'est que le bleu est homogène, bien circonscrit. Là, on peut dire qu'ici, elle a un bleu, là. Mais tout le reste, marbrure bleu et blanc, c'est le début des complications vasculaires. Donc, elle doit revenir le plus vite possible pour que ça n'évolue pas vers la nécrose, parce que parfois, on peut être amené à faire des lambeaux de reconstruction, de la chirurgie réparatrice pour ça. Alors, le mécanisme, on le connaît tous, hein, c'est de l'acide hyaluronique qui va passer. Là, j'en profite pour vous montrer déjà une variante anatomique de l'artère faciale, bifide. Donc, ça double le risque d'emboliser. Et en fait, ce qui se passe, c'est comme cet arbre. En fait, on a l'embole qui va migrer, se bloquer, et toutes les anastomoses contralatérales vont se fermer. Et c'est pour ça qu'on va avoir un territoire qui va devenir blanc et avec le livedo. Donc, il va falloir injecter de la hyaluronidase partout là-dedans. Et cette étude, si vous pouvez la screenshotter, c'est ce qui explique ce mécanisme-là qu'on ne retrouve pas quand on fait une ligature simple ou quand on comprime un vaisseau. Il y a toujours une reperfusion possible
par le contralatéral. Alors là, on est en plein milieu. Vous voyez, là, je me mets dans la lumière vasculaire. Je suis un embole. Je n'ai pas que l'acide hyaluronique qui bloque la lumière vasculaire, mais rappelez-vous qu'il y a aussi le caillot sanguin qu'il va falloir gérer. Donc, souvent, l'urokinase aussi est souhaitable quand on veut injecter de la hyaluronidase de manière sélective. Donc, on a l'acide hyaluronique qui bloque et le sang qui vient en antérograde et qui va aussi cailloter, donc augmenter le risque d'occlusion. Et s'il vous plaît, si vous avez une complication, ne dites pas que c'est une compression. Je connais l'anatomie, j'injecte doucement des petites quantités, donc ça doit être une compression, ce n'est pas possible. Je n'ai pas embolisé. Donc ça ne peut pas être une compression, à part, je dirais, dans des nez très fibrotiques, des tissus durs, post-traumatiques, où il y a beaucoup de fibrose, et là, ça peut comprimer un petit peu, mais dans des zones très mobiles, lèvres, etc., ça ne peut pas être une compression. Qu'est-ce qui pourrait comprimer contre un plan dur? Il y a beaucoup de copier-coller. Le syndrome du copier-coller, c'est-à-dire que là, dans la littérature, un seul article a été publié qui parle de compression vasculaire, une petite pâleur périorale qui a été résorbée par qu'ils ont vu à l'échographie, etc. Mais par contre, on a des centaines de publications sur l'ischémie. Alors pourquoi je n'y crois pas? Tout simplement, c'est toujours relatif à evidence-based medicine, quoi, les publications. Ce n'est pas reproductible chez l'animal. Donc tant que ça n'a pas été prouvé chez l'animal, on a essayé de ligaturer une artère. Il y a eu ce flux contralatéral, cette revascularisation qui s'est faite, en comprimant fortement dans les oreilles de souris là, sur lesquelles ils ont testé, il y avait une reperfusion possible. Il n'y a que quand un corps étranger est dans une artère qui bloque, qu'il n'y a aucune reperfusion possible, à part si on injecte de la hyaluronidase, de l'antidote. Donc, pour moi, la prévention, c'est la première des choses. Hein. Il faut bien sûr connaître l'anatomie, mais il faut aussi adapter ces techniques de manière à être safe. Donc nous allons, comme me l'a demandé Bedia, décortiquer l'anatomie. J'ai adoré le titre qu'elle m'a proposé parce que là, on va décortiquer le tiers supérieur, le tiers moyen et le tiers inférieur pour savoir comment traiter et où injecter. Alors, où injecter pour éviter les dangers? Déjà, prévenir, c'est déjà savoir quand vous voulez, et le docteur Gassante va vous faire une très belle démonstration de l'injection du contouring du front. Donc, c'est l'occasion de faire un rappel anatomique. Donc, quand on veut contourer et arrondir le front, il va falloir injecter. C'est une des zones les plus dangereuses. Sous la peau, on a les compartiments graisseux superficiels. En dessous, ce qui est en rose, c'est le muscle frontal. Donc, c'est là notre cible pour la toxine botulique. Il ne faut pas perdre nos unités ailleurs. Mais en matière de filler, si je veux créer une convexité, je ne vais pas injecter au niveau superficiel dans cette partie haute du front, parce que là est le réseau vasculaire qu'il va falloir que j'évite. Donc ce réseau vasculaire provient du pédicule supratrochléaire et du pédicule supraorbitaire que vous voyez ici. Donc les foramen et les orifices de ces vaisseaux sont donc profonds. Ensuite, ces vaisseaux vont traverser le corrugator, le frontalis, devenir de plus en plus superficiel. Et c'est ce qu'on appelle ici l'expert to expert security line. C'est la ligne de sécurité environ à 2 travers de doigts, ce qui correspond au septum moyen du front, anatomiquement. Donc, au-dessus de cette ligne, les vaisseaux sont tous déjà devenus superficiels. Mais sachez qu'en dessous de cette ligne, on a, avec des anatomistes coréens, montré qu'il pouvait y avoir des branches profondes et des branches superficielles. Donc, en dessous de cette ligne, les pédicules supratrochléaires et supraorbitaires peuvent être partout. Donc, pour changer une concavité frontale en convexité, le plan le plus sécuritaire serait le plan suprapériosté, donc en dessous du muscle. Donc, il ne faut pas hésiter à aller profondément, et le mieux, c'est d'utiliser une canule. Donc là, sur cadavre, ce n'est pas mon point d'entrée favori. Là, c'est juste une démonstration pour vous montrer
la couleur bleue de l'acide hyaluronique au contact de l'os dans un plan suprapériosté. Pourquoi ce n'est pas mon point d'entrée privilégié? C'est parce que là, je suis dans la direction des vaisseaux. Si votre canule change de plan, vous vous retrouvez à emboliser une artère, et il est très difficile pour une canule, une fois qu'elle est enchâssée dans la lumière, de ressortir à travers. C'est pire, parce que là, vous en voyez vraiment tout. Si c'est une aiguille, encore, vous pouvez retraverser à nouveau, vous allez emboliser avec une petite quantité. Donc pourquoi ce n'est pas mon favori? C'est parce que moi, je préfère toujours être à l'opposé de la direction des vaisseaux, partout, dans tout. Si un vaisseau, le danger est vertical, eh bien je vais injecter en horizontal. Maintenant, dans le front, il n'y a pas que la concavité frontale à restaurer. Il y a aussi ces fameuses rides glabellaires qu'on avait du mal à injecter avant, qu'il ne faut surtout pas injecter à la canule ou dans un plan profond, car comme on a dit, les vaisseaux ici peuvent être partout. Et cette ride supratrochléaire, c'est exactement la localisation du pédicule supratrochléaire. Vous demandez aux patients de froncer, même s'il n'y a pas de botox, s'il y a du botox, vous aidez un peu, c'est toujours, dans 100% des cas, la localisation du pédicule supratrochléaire. Donc il est hors de question d'aller, même pas à 1 ou 2 mm de profondeur, il faut que votre aiguille soit parallèle à la peau, qu'elle la touche, que le biseau soit tourné vers le haut et que vous voyez la couleur de votre aiguille à travers la peau. Il faut être intra-épidermique presque, avec les produits de votre choix. Donc là, c'est la couleur bleue pour montrer l'hypersuperficialité de cette blanching technique qui est la plus safe. Même si vous avez du produit qui sort en dehors des pores, ça veut dire que vous êtes très très superficiel et que vous êtes en dehors des dangers. Là, on va passer aux tempes. Donc, les tempes, on a des dangers qui sont superficiels, l'artère temporale superficielle, et vous avez les artères temporales profondes, et là, vous avez la zygomatico-orbitaire. Allons décortiquer la tempe. La peau, très fine. Donc, quand on injecte en sous-dermique, il va falloir vraiment être très précautionneux, réservé aux injecteurs avancés, tourner la canule vers le haut et vraiment être le plus superficiel possible, parce qu'on peut facilement tomber dans le fascia temporal superficiel, qui est juste en dessous, et qui contient cette belle artère temporale superficielle, qui est de gros calibre, que personnellement j'ai réussi à canuler, à emboliser chez le cadavre, pensant que j'avais une canule rigide 22G, que j'allais pouvoir éviter cette artère. Une fois la dissection faite, j'avais non seulement de l'acide bleu dans toute l'artère superficielle, mais aussi un backflow, un flux rétrograde dans l'artère supraorbitaire qui est connectée. En dessous, nous avons la deep temporal aponeurosis, le muscle temporal, puis l'os. Donc ici, a priori, on pourrait se dire on a plusieurs moyens d'injecter, plusieurs façons d'injecter. On peut injecter superficiellement, comme on a dit, avec un filler très soft, plutôt liquide. On va avancer un petit peu la vidéo. Donc si on injecte et que vous voyez la visibilité de la canule comme ici, ça veut dire que vous êtes en sous-dermique, mais est-ce que c'est safe? Voyons après dissection, vous voyez que l'acide bleu n'était pas très loin de l'artère temporale, et regardez le calibre de cette artère. Donc, pour moi, ce n'est pas safe. Je le faisais en 2008 quand on n'était même pas au courant des risques vasculaires que ça comportait. J'avais besoin de moins de produits, mais j'avais des irrégularités. Et regardez là, une belle artère qui est connectée à l'artère supraorbitaire, pardon. Donc, sachant que le danger ici dans la tempe est superficiel, pour moi, il faut aller plus profondément. Alors, aller en interfaciale sous l'aponevrose temporale profonde, c'est très safe. Là, voilà, c'est une aponevrose qui est dure, qu'il faut traverser avec une aiguille d'abord, pour ensuite placer sa canule en dessous. Et c'est safe. Ici, on n'a pas de danger. Donc, voilà la visibilité de la canule quand vous êtes en interfaciale. Elle est moins visible et moins palpable que quand vous êtes en sous-cutané pur. Donc le seul problème, c'est que c'est difficile de trouver le plan ici et le produit peut migrer. Donc voilà l'acide bleu coloré sous l'aponevrose temporale profonde. Le meilleur point d'entrée serait depuis la crête temporale. Le risque serait, regardez, quand je fais glisser ma pince dans cet espace, en fait, vous avez les tendons du muscle temporal qui sont entourés de cette graisse. Et quand je pousse ma pince, derrière l'arcade zygomatique, vous voyez qu'il y a un plan de communication, ma pince va jusqu'à la boule de Bichat.
Donc le produit peut migrer. Donc c'est safe, si on parle juste de sécurité, mais ça peut migrer. La gunshot technique décrite en 2010 par Patrick Trevidic, ça consistait à utiliser une longue aiguille de manière à atteindre l'os et en one shot, en gunshot, comme un coup de pistolet sur la tempe, ça consistait à injecter une grande quantité, carrément toute une seringue, au contact de l'os qui est le plan safe. À ce moment-là, on disait que les artères temporales profondes étaient très fines, aucune connexion avec le système carotidien interne. Mais aujourd'hui, on sait que dans ce muscle, à la partie profonde, on a les artères temporales profondes, antérieures et postérieures, que vous voyez ici. Elles sont effectivement très fines, mais on connaît maintenant la connexion qu'il y a avec l'artère lacrymale qui, elle, pourrait potentiellement donner un risque de cécité. Donc, avec ces connaissances d'anatomie qui évoluent, j'ai adapté la gunshot technique et je vous invite à nous rejoindre pour d'autres live démos. J'ai développé la clockwise technique qui correspond à faire un seul point d'entrée avec une longue aiguille, mais toujours, parmi les techniques préventives des complications, c'est tourner le biseau vers le bas quand vous êtes au contact de l'os à 45 degrés, de manière à bloquer l'ouverture de cette aiguille, qui est ce biseau, de le fermer pour éviter tout risque vasculaire. Donc, allant avec un angle comme ceci, j'injecte 0.1, 0.1, 0.1 à la manière d'une horloge, genre midi, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc je rétrograde, je referme. D'ailleurs, au dernier congrès, on avait fait cette démonstration. Je vais la placer de multiples petits bolus. Je n'injecte plus de grands bolus comme ça d'un coup dans n'importe quelle zone de la face. Donc au niveau de la tempe, c'est une technique plus sécuritaire. Pas de questions au niveau du tiers sup? Hein? On enchaîne à la fin? D'accord. Ok. Bon, alors je vais un petit peu plus vite. Le mid-face, c'est la première zone par laquelle on commence nos full face en général. Donc on va voir sur cette courte vidéo les différentes couches. On a sous la peau les compartiments graisseux superficiels. En dessous, si on élimine cette couche, on va voir le muscle orbicularis oculi qui fait la limite entre les plans profonds. Et là, vous pouvez voir la superposition des principaux dangers qui sont l'artère faciale, l'artère infraorbitaire. Et on va les voir un petit peu mieux sur le vrai cadavre. Si, dans cette belle dissection, vous pouvez voir l'aspect tortueux de l'artère faciale. Et au-dessus, à partir du sillon nasogénien, cette artère va se superficialiser pour se terminer en artère angulaire. Donc là encore, on a des lignes de sécurité. On sait que l'artère faciale est dans 80% des cas ici, au niveau du sillon nasogénien, mais que à partir du sillon médio-jugal, où se trouve la veine faciale, au-dessus de cette ligne, il n'y a plus aucune possibilité d'avoir une artère faciale au-dessus. Donc ce sillon médio-jugal fait partie de notre sécurité. Et puis vous voyez, là, on a une artère bifide, mais qui n'est même pas dans le sillon nasogénien. Elle est dans le sillon médio-jugal avec la veine faciale. Donc là encore, mesure de sécurité, je n'irai jamais injecter dans la même direction que le sillon médio-jugal, pour ne pas canuler cette artère. Je vais aller à l'opposé avec une canule rigide. Maintenant, j'arrête pas de me prendre les trous. Donc le cerne, la région du cerne, en réalité dans le cerne lui-même, on n'a pas de danger vasculaire. Le danger est dans le sillon nasojugal, c'est l'empreinte des lunettes, où se placent vos lunettes exactement. Donc quand vous avez une patiente qui vous dit j'ai une petite dépression, vous pouvez me l'injecter, c'est mes lunettes qui m'ont fait ça, mais jamais, hein, ni superficiel, ni profond. Risque d'emboliser l'artère angulaire et d'avoir la première cécité. Donc là encore, privilégier les canulés, on va voir pourquoi, parce que cette artère infraorbitaire a des branches. Et il y a des publications que je vais partager avec vous. Il est toujours préférable d'injecter à la canule au niveau suprapériosté avec cette fois le biseau vers le haut, en évitant aussi un autre danger qui est le nerf infraorbitaire. Alors pourquoi je parle ici du danger vasculaire de la région infraorbitaire? C'est parce qu'on a des cas cliniques qui ont été décrits d'ischémie après injection du cerne à l'aiguille 30 gauche
au contact de l'os. Pourquoi? Alors on a l'artère infraorbitaire, elle a 3 branches, l'artère nasale, la branche nasale, la branche vestibulaire vers le bas et la branche zygomatico-malaire. Donc, vous voyez celle-ci, la branche nasale qui remonte vers le nez, eh bien, elle a un calibre de 0,5 mm. Et dans cette étude, ils ont rapporté des cas de complications vasculaires comme ceci, qui ont été résolus après hyaluronidase, mais il ne faut pas ignorer donc la possibilité que votre aiguille pousse l'artère contre le support osseux et que ça devienne difficile d'éviter la complication vasculaire. Une canule en rétrograde pourrait plus glisser et éviter. Enfin, on n'est jamais safe à 100%. C'est juste qu'il faut savoir que la branche nasale de l'infraorbitaire est potentiellement embolisable aussi. Le nez, tous les vaisseaux viennent de latéral vers le côté médian. Il y a des communications également au niveau de la ligne médiane qu'il faut connaître. Donc, par mesure de sécurité, sachant que toute cette vascularisation vient du côté, on n'injectera que la ligne médiane, toujours dans un plan safe de sécurité qui est le plan suprapériosté. Et l'astuce ici, c'est toujours de bloquer l'apport vasculaire qui vient des côtés. Donc je pince fortement, je tire vers le haut pour me créer un plan et je maintiens mon pincement pendant que j'injecte à la seringue d'insuline, de très très faible quantité. Et regardez, je retire mon aiguille et je maintiens le pincement pour bloquer cette lumière vasculaire et éviter tout embol à ce niveau. OK ? Donc maintenant, on va terminer par le tiers inférieur, jawline and chin, très à la mode. Mais c'est là où naît l'artère faciale, finalement. Donc, profondément au niveau du rebord mandibulaire à ce niveau, pour donner l'artère labio-mentonnière, qui va passer derrière le DAO. L'artère faciale va continuer à être tortueuse et aller vers le sillon nasogénien, donner les branches pour l'artère labiale supérieure et toutes les autres branches que nous avons vues précédemment pour se terminer en artère angulaire. Alors, ça c'est pour la jawline. On va éviter cette artère qui est profonde. On pourra injecter ce qu'on veut au niveau de l'angle mandibulaire, au niveau profond ou superficiel. Là, il n'y a pas de danger. Plus superficiellement, quand je vais dessiner ma jawline, il faut que je sois très très superficielle avec mon biseau vers le haut, une canule rigide pour éviter l'artère faciale. Donc il n'est pas question d'aller injecter des bolus pour donner de la structure parce qu'on m'a dit que tel produit a un OG prime, que si je le mets que je l'injecte dans l'os, ça va bien me lifter tout ça. Il vaut mieux penser d'abord sécurité avant de penser à l'esthétique et du rendu de l'injection. Maintenant, pour le menton, c'est la zone par laquelle on termine en général. On sait que les artères ascendantes mentonnières viennent de la sous-mentale ou de la sublinguale, mais elles sont toujours bilatérales et une est prédominante à l'autre et elles circulent à ce niveau, au niveau du muscle mentonnier. Donc, on nous a toujours dit, il n'y a aucune artère au milieu. Quand vous faites votre bolus médian, vous êtes safe. Vous pouvez même regarder ailleurs quand vous l'injectez. Ce qui pourrait arriver si on embolisait cette artère ascendante, c'est que votre acide hyaluronique peut migrer, traverser le muscle mylohyoïde et aller à l'artère linguale profonde et créer une nécrose du plancher palatin et de la langue. Donc, il vous reste 5 minutes, docteur. Sur les 30 ? Oui. Ah, bah, je vais accélérer alors. Ok. Alors, on va décortiquer rapidement ce cadavre. Alors, décortiquons le menton. En multilayering technique, on est safe. Vous avez la peau, la graisse superficielle ici. Je coupe, j'ai le muscle mentonnier où est mon danger. Et ensuite, le plan profond. Donc, vous faites une projection et une petite définition du menton. Alors, maintenant, la nouveauté, une dernière publication de fin 2023 que je voulais partager avec vous, c'est l'étude de Hachima et de son équipe qui ont décrit une variation anatomique au niveau du menton. Un foramen pile au niveau de la ligne médiane avec l'artère perforante médiane qui va aller se connecter avec l'artère linguale profonde. Donc, regardez, à travers ce petit canal que pas tous les patients ont,
on peut avoir une connexion là encore. Donc votre bolus médian, si vous sentez que votre aiguille est dans un petit foramen, eh bien, il faut se rétracter. Pour ceux qui aiment aspirer, vous aspirez. Moi personnellement, je n'aspire pas, on va en parler dans un petit moment. En tout cas, pensez à cette variation qui vient d'être décrite et qui explique que vous voyez, là on est à l'intérieur de la mandibule, vous voyez cette artère médiane perforante connectée à l'artère linguale, avec ce risque-là de nécrose de la langue. Et je vous laisse imaginer l'utilisation de la hyaluronidase sous anesthésie générale pour aller résorber tout ça. En tout cas, elle a une atrophie papillaire, mais elle garde toute sa langue. Je suis toujours étonnée de l'évolution, quand c'est pris à temps, des complications vasculaires. Donc là, on va passer rapidement parce qu'on a une autre lecture sur la lèvre tout à l'heure. Je vais accélérer juste pour vous montrer à quel moment l'artère labiale supérieure traverse le muscle orbicularis oris, toujours à la limite du tiers externe de tiers interne, pour passer du côté muqueux ici. Donc il n'est pas question là non plus d'aller injecter, comme on le voit parfois, on retrouve du produit au niveau du côté muqueux interne de la lèvre. C'est la zone la plus dangereuse. Si vous mettez un pouce à l'intérieur et un index à l'extérieur, vous allez sentir les pulsations d'une artère labiale qui est très grosse. Donc le plan de sécurité ici, c'est cette ligne verte, toujours injectée superficiellement au-dessus de cette ligne, au-dessus du muscle orbicularis oculi. Donc la même chose, même limite pour la lèvre inférieure. Donc aspirer avant d'injecter, moi personnellement je n'y crois pas et je pense que ça donne une fausse sensation de sécurité. On pourra en parler. Il y a même des études qui montrent, qui le prouvent. Donc je préfère croire à des injections lentes. Je suis une très lente injectrice à faible pression. Je crois plus à minimiser la quantité de produits que j'injecte. Donc je n'injecte jamais plus de 0,1 ml par bolus, je les multiplie, je change de position parce qu'on sait que 0,085 ml, c'est la quantité nécessaire pour donner une cécité. C'est le minimum possible pour donner une cécité. Donc je réduis mes bolus. Considérer les canules, les privilégier dans certaines zones, comme le front par exemple, c'est mieux que d'aller injecter avec l'aiguille qui risque de pousser le produit dans la lumière vasculaire contre le périoste. J'utilise toujours de la lido-adrénalinée pour mes points d'entrée et surtout, je continue à observer mon patient ou ma patiente pendant l'injection. Je reste toujours du côté droit pour ne pas oublier de continuer à observer le premier côté que j'ai fait qui est le droit. Je tourne le patient vers moi, j'injecte le côté gauche et j'ai toujours un œil sur la pâleur, le changement de couleur qu'il peut y avoir. Et j'ai toujours 3 flacons de hyaluronidase disponible dans mon cabinet. Je n'ai pas le droit d'injecter de l'acide hyaluronique si je n'ai pas au moins 3 flacons de hyaluronidase, parce que là, comment traiter une complication ischémique quand ça arrive juste en face de vous? L'idée, ce n'est pas aller d'emboliser l'artère, vous n'allez pas la retrouver, vous n'allez pas avoir 2 fois la chance d'être dedans. Donc le protocole actuel, c'est un protocole quotidien et non pas horaire et non pas quotidien comme avant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà préparer notre hyaluronidase, mais avec de la lidocaïne également, pas que du sérum salé, surtout pas d'épinéphrine. Là, on veut de la lidocaïne avec vasodilatation pour ouvrir ce vaisseau. Pas besoin de faire un test d'allergie et on va l'injecter toute la zone de l'ischémie. Et on va commencer à utiliser des compresses chaudes, et on va commencer à faire un massage très fort. Donner à la patiente des fortes doses d'aspirine le premier jour 500 mg, puis 100 mg pour le reste de la semaine. Et on garde la patiente avec nous. 1 heure après, si on a une recoloration qui se fait, une revascularisation, c'est bon, on la garde quand même en observation. Sinon, on continue 1 heure après. Donc c'est un protocole horaire de 1500 unités par zone. Sinon, on va pouvoir associer d'autres thérapies si on a agi trop tard. Donc c'est le cas d'une patiente qu'on m'a adressée 3 jours après une complication vasculaire de la lèvre. Il faut bien vérifier aussi l'intérieur de la bouche parce que c'est comme je vous ai dit, souvent les patients sont injectés. J'arrête? Vous êtes à 30 minutes. Je ne sais pas, c'est la salle qui décide. Ok, alors je vais aller très vite. Ouais. Donc, traitement de hyaluronidase, massage de latéral à médial et 10 sessions d'oxygénothérapie hyperbare et la résorption complète. Ok, maintenant il me reste vraiment que 2 minutes. La cécité, je vais aller vite, je vais vous laisser sur une note affreuse parce que si ça arrive,
eh ben, oui, c'est toujours associé à une participation cutanée, à un ptosis, à une hémiplégie, au pire un infarct comme ceci. Et sachez aussi qu'ils ont classé les cécités en 4 grades. Après, voilà, en fonction de si c'est associé à ophtalmoplégie ou pas. Donc ça, c'est pas intéressant. Ce qui m'intéresse, c'est cette classification qui me fait peur. Je comprends que ça peut arriver immédiatement ou quelques minutes après, à la limite 24 heures, mais quand je vois que même plusieurs semaines après, notre patient peut perdre la vue, c'est effrayant. Donc, d'où l'importance de connaître d'abord les zones qui sont les les plus risquées. Le mécanisme, c'est cet acide hyaluronique qui va migrer dans l'artère ophtalmique. Et là, on va décortiquer l'œil, cette fois. Une belle dissection de Sébastien Cotofana qui montre cette belle artère ophtalmique qui a 13 branches, dont l'artère centrale de la rétine. Donc voilà, comment traiter rapidement. Il faut savoir que vous n'avez qu'une heure, 45 minutes à 1 heure pour agir, sinon ça ne marche pas. Bien sûr, vous allez arrêter le traitement. Vous n'allez pas continuer à faire la symétrie de l'autre côté. Votre assistante prépare le transfert vers l'hôpital et vous allez démarrer certaines choses. Vous allez démarrer le massage oculaire. Votre patient va respirer dans un sac. On va voir tout ça tout de suite. Donner de l'aspirine, timolol, nitroglycérol, trinitrine. Et pensez à traiter aussi l'ischémie cutanée. Maintenant, le patient doit être assis pendant que vous arrangez tout ça. Le patient va être assis, les yeux fermés, le regard vers le bas, et votre assistante va faire un eyeball massage. Donc, massage très rapide, toutes les 2-3 par seconde. C'est pas je masse et je lâche. Donc, tout ça va faire des changements rapides de la pression et diminuer la pression intraoculaire. Le patient va également respirer très fort dans un sac en papier pour augmenter le niveau de CO2 dans le sang. Si vous êtes habitué à aspirer, aspirez avec votre hyaluronidase l'artère supratrochléaire ou supraorbitaire. Vous avez une aspiration positive, vous injectez votre hyaluronidase. Sinon, eh bien, injection rétrobulbaire de hyaluronidase, cette fois des seringues de 1 ml, pas plus, des longues aiguilles qui vont aller glisser sur le rebord orbital inférieur. Je vous ai préparé une petite démonstration sur cadavre pour savoir comment faire une injection rétrobulbaire. Vous allez utiliser une longue aiguille, pas de canule ici qui ne traversera pas le septum, ligne médio-pupillaire, vous allez à l'extérieur, vous faites glisser toute votre seringue et vous donnez un petit coup vers le haut une fois que vous êtes tout au fond pour injecter votre hyaluronidase, 1 ml de hyaluronidase. Donc, allez à l'hôpital parce que ça a pu comprimer le nerf ou créer un hématome infraorbitaire. IRM parce qu'on peut retrouver des emboles. Donc, ici, la rétrobulbaire marche uniquement avant les 4 heures, jamais plus. Ça ne marchera pas après 4 heures, c'est trop tard. Mais ce qui marche avec succès, c'est ce que les Chinois ont fait, injection intra-artérielle de hyaluronidase sélective. Mais là, il faut avoir un grand centre, des neuroradiologues qui vous font l'injection à l'intérieur de l'artère ophtalmique, non seulement de hyaluronidase, mais de urokinase. Voilà. Et donc, ce qu'il faut absolument avoir, c'est un filler, un kit d'urgence pour les fillers, que je serais ravie de partager avec vous. Ça, c'est le contenu. Donc, n'hésitez pas à me contacter, je vous envoie tout ça. Je vous remercie et désolée d'avoir pris plus de temps.